La promesse de ce podcast aujourd'hui, on veut savoir comment investissent les plus riches de la surface du globe pour que nous, derrière, le commun des mortels, puissent s'en inspirer. La plupart des personnes et des familles fortunées qu'on accompagne ont historiquement un patrimoine immobilier qui est très important, parce que c'est vrai que l'immobilier s'est beaucoup apprécié ces dernières années. Ce qu'ils recherchent, c'est des performances associées au risque de premier plan. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la performance, on s'en fout. Sur le marché private equity VC, réduire le risque, c'est en diversifiant, parce que par définition, quand on va investir au capital d'une société, on va prendre le risque que celle-ci performe ou qu'elle ne performe pas du tout et qu'elle soit liquidée. Donc l'élément de risque est difficilement gommable. Par contre, que permettent les nouvelles améliorations des produits disponibles aux particuliers, c'est d'accéder au rendement auquel tiennent les grandes fortunes qui sont sur les marchés de non-cotés depuis plusieurs dizaines d'années. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury Tonquédec, c'est Allo la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. C'est l'été, on veut rêver, se divertir, mais ici, on est là pour vous apporter des solutions concrètes pour votre argent. Alors aujourd'hui, épisode spécial. On va voir dans quoi investissent les plus riches présents à la surface du globe, les anecdotes les plus folles et comment vous pouvez vous en inspirer, vous en rapprocher au maximum pour peut-être un jour en faire partie. Et mes deux invités vous diront, selon eux, en fin d'émission, quel est le meilleur investissement du moment accessible pour le commun des mortels. Je rappelle le principe d'Allo la Martingale. Vous nous envoyez vos questions sur la hotline WhatsApp qui est dans notre Linktree présente sur tous nos réseaux, ou alors vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou. Que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation. Plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Et ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Il y a des enfants qui collectionnent des cartes Pokémon. Lui, à 11 ans et demi, il faisait son premier investissement. Oui, pendant que tu découvrais les fractions, lui testait déjà les rendements composés. Il grandit, évidemment, et comme tous les investisseurs précoces, il finit par traîner sur Twitter. Mais attention, pas pour liker des mèmes ou clasher des influenceurs, non. Lui, il trouve son associé, car chez lui, même les scrolls sont productifs. Aujourd'hui, il accompagne des familles fortunées pour structurer leur patrimoine en tant que directeur associé chez Avant-Garde Family Office. Salut Benjamin Saquet. Salut Amaury. Merci d'être avec nous. Alors, je connais un petit peu tes associés, mais je n'avais pas l'anecdote de qui tu as rencontré sur Twitter. C'est qui alors ? Déjà, merci pour la belle écriture de cette introduction. L'associé que j'ai rencontré sur Twitter, c'est Benjamin Lemaitre, que tu connais très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, effectivement, on partageait du contenu financier sur les réseaux, sur X notamment. Et puis, un jour, il m'a écrit, il m'a dit « ça a l'air intéressant ce que tu fais ». Et puis, on a échangé. À l'époque, on était sous pseudonyme, donc je ne savais pas qui y avait en face. Et je me suis rendu compte que c'était une personne, effectivement, de mon âge, avec les mêmes passions. On faisait tous les deux du handball. Et puis, quand on est arrivé sur Paris, tous les deux, on s'est fait un FIFA et des bières. Et ça a commencé comme ça, exactement. J'ai perdu, pour tout dire. Voilà. Mais t'es pas rancunier, quoi. Je suis pas rancunier, voilà. Mais et puis aujourd'hui, on travaille ensemble et Avant-Garde Family Office, c'est la réussite que tu connais. Donc on en est vraiment très heureux. Et c'est ce qui t'amène là aujourd'hui. Je suis très heureux de faire cet épisode avec toi. Ça va être très cool. Notre deuxième invité, 10 ans d'études, pas pour devenir médecin ni chercheur au CNRS. Non, lui, c'était pour trouver un job qui lui plaise vraiment. 2 Master 2, un passage à Assas, puis l'EDEC et surtout une quête semée de doutes, de remise en question, de directeurs de master qui finissent par le supplier de venir là où certains vendent leur CV. Lui, c'est les écoles qui le draguaient. Puis arrive 2020, le Covid, le chaos, 2 CDI qui sautent coup sur coup dans les Big Four. À l'époque, ça pique, mais aujourd'hui, il en rigole presque, car sans ça, il n'aurait jamais vu passer l'annonce qu'il cherchait. Sans le savoir, aujourd'hui, il est M&A directeur chez Impulse Corporate Finance et il a clairement trouvé sa place. Voici Baptiste Bisquer. Salut Baptiste. Salut Amaury. Écoute, je suis heureux de te rencontrer également. Alors, je dis de te rencontrer, on en discutait juste avant justement qu'on appuie sur REC de ce podcast. C'est vrai qu'on s'était déjà croisés, notamment via grâce à Avant-Garde. Voilà, et Avant-Garde Family Office. Bon, messieurs, la promesse de ce podcast aujourd'hui, au-delà de passer un bon moment, etc., on veut savoir comment investissent les plus riches à la surface du globe pour que nous, derrière, le commun des mortels, puisse s'en inspirer et tout simplement faire grandir son patrimoine, parce que sur la Martingale, Allo la Martingale, on est là pour ça. Je sais que vous avez plein d'anecdotes en stock, ça va être top. Peut-être on va présenter un petit peu ce que vous faites, pourquoi vous êtes là tous les deux. Benjamin, toi, tu as 2 services chez Avant-Garde. Tu as à la fois de la gestion de fortune. Et aussi, l'autre service, c'est quoi ? C'est un family office ? C'est absolument ça. Donc, nous, on a un family office et on a, je dirais, 2 gammes de services de 1 à 20 millions d'euros. En fait, on va juste gérer le portefeuille de nos clients.
en leur proposant des petits services annexes de type fiscaux, immobiliers, etc. Et au-delà, donc ça c'est de 1 à 20 millions, et au-delà de 20 millions, on va avoir le vrai service Family Office tel au vrai sens du terme. C'est un terme souvent qui est un peu surutilisé. Vous avez beaucoup d'établissements qui sont des Family Office, mais qui en fait ne font que de vendre de la SCPI, voilà, ou qui font le travail d'un cabinet de gestion de patrimoine. Un vrai Family Office en fait va gérer absolument toutes les problématiques de ses clients. Pour vous donner des exemples vraiment de l'autre côté du spectre, si j'ai un client qui déménage, on va trouver l'école pour les enfants, on va faire la documentation pour ça. On organise les vacances de certains de nos clients. Vous organisez les soirées aussi? On organise des soirées, absolument. On organise des événements dans des lieux voilà, où il faut avoir du réseau pour y aller. Enfin, vraiment, si vous voulez, c'est une porte d'entrée pour gérer tous vos soucis. Évidemment, il y a des choses qu'on ne fait pas. On n'est pas des avocats, on n'est pas des notaires, on n'est pas des artistes. Je m'y connais assez peu en automobile. Et donc, évidemment, on a tout un réseau aussi autour à fournir à nos clients pour qu'ils puissent justement avoir accès à tout. Donc, on fait beaucoup de choses en interne, mais il y a des choses où on fait de la simple mise en relation et on suit toute la relation. Voilà, bon, Benjamin ne fera pas forcément de concert, quoique peut-être que tu chantes très bien, et je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez aller voir un vrai Family Office, avant-garde Family Office, allez-y, puisque ils pourront organiser pas mal de choses sympas pour vous. Mais effectivement, je chante pas, Amaury. Désolé de te décevoir. Je voulais que tu nous fasses. Je suis couteau suisse, Ok. Bon, mais voilà, t'as bien d'autres atouts. En tout cas, Baptiste, toi, c'est intéressant parce que tu es de l'autre côté. C'est-à-dire que Benjamin, lui, il y a des gens fortunés qui viennent le voir pour placer leur argent et puis d'autres services, comme on l'a dit juste avant. Et toi, au final, tu es du côté des entreprises, des entrepreneurs qui montent des sociétés et qui cherchent des sources de financement. Exactement. C'est-à-dire que tu es de l'autre côté. Et c'est intéressant. Alors, tu vas expliquer plus précisément ce que tu fais. Vas-y, tiens, d'ailleurs, tout de suite. Et puis non, mais ça va dans le prolongement de ce que dit Benjamin, puisqu'on a des passerelles communes, vu que nous, on s'occupe parfois pour leurs clients de tout ce qui va être liquidation de leur patrimoine professionnel. Donc, nous, chez Impulse, on s'occupe de gérer des opérations de cession, d'acquisition et aussi également de levée de fonds. Et c'est dans ce contexte que je trouvais que l'invitation était pertinente, parce que c'est vrai que nous, dans notre quotidien, on est avec les sociétés qui souhaitent lever des fonds auprès d'investisseurs. Et donc, on peut voir à peu près toutes les typologies d'investisseurs, du business angel au family office. Et donc, on arrive à percevoir les attentes, justement, d'un produit où Benjamin parlait du risque. Nous, pour le coup, le risque de ces investissements-là est très élevé, puisqu'on investit dans des sociétés non cotées. Qui peuvent aller au tapis ou qui peuvent connaître un succès grandissant. Et c'est vrai que les investisseurs, on voit de plus en plus d'investisseurs qui ont des tickets de moins en moins élevés à mettre dans les sociétés, parce que c'est une classe d'actifs qui s'ouvre à plus en plus de monde. Il y a plein d'outils maintenant qui permettent justement à ces investisseurs particuliers de pouvoir profiter de ces rendements qui étaient à l'origine plutôt pour les personnes fortunées, notamment liées à des gestionnaires de fortune, puisqu'eux connaissaient les bons filons. C'est la première classe d'actifs, tout ce qui est non coté, c'est la première classe d'actifs sur les 10 dernières années en tant que rendement. Le TRI le plus élevé, on a un peu plus de 12% quand même, en annualisé hors frais. Donc c'est pour ça que c'est une classe d'actifs intéressante pour les investisseurs, que ce soit de grandes familles fortunées ou de petits porteurs, et qui peuvent y accéder maintenant pour de très petits montants. Ok, écoute, ça va être très intéressant, parce que justement, il y a peut-être déjà des entrepreneurs qui cherchent des financements, donc ils vont pouvoir écouter tes conseils, mais je pense qu'aussi la majorité des gens qui veulent investir justement dans le private equity, tu le disais, il y en a de plus en plus, mais c'est pas facile de se dire, il y a de plus en plus de solutions pour investir, mais après, dans quelle boîte t'investis, dans quel secteur, comment tu les retrouves? C'est intéressant. C'est vrai qu'ici, on a déjà fait des épisodes, que ce soit dans la Martingale ou à la Martingale, un petit peu sur le private equity, donc vous connaissez, si vous nous écoutez, un petit peu à savoir ce que c'est. Je vous invite à aller voir ces épisodes pour comprendre un petit peu cette thématique. Pour commencer cette émission, dans Allô la Martingale, on reçoit des questions d'auditeurs. Et là, il y a un auditeur qui nous a écrit, qui se pose une question sur la manière, le risque que peuvent prendre les ultra-riches dans leurs investissements. On l'écoute. Hello Amaury, écoute, moi j'ai une question très importante pour savoir comment les ultra-riches et les riches gèrent le risque dans leur portefeuille, dans leur patrimoine. Quelle part de risque de leur portefeuille ils mettent sur du risque, quel type de risque, quel niveau de risque, de la start-up, des cryptos, quoi d'autre. Voilà, ça m'intéresse vraiment beaucoup pour adapter mon risque, parce que je crois que j'en ai beaucoup trop.
Merci beaucoup pour ta question, Mathieu Stéphanie, donc au cas où vous ne l'auriez pas reconnu. Sa voix est plutôt reconnaissable quand même. Voilà, c'est ça. Puis si vous suivez la martingale, bah évidemment, vous reconnaissez bien sûr la voix de Mathieu Stéphanie, qu'on salue, qu'on a croisé juste avant l'enregistrement de ce podcast et qui se posait la question. Je lui ai dit, envoie-moi un vocal sur WhatsApp et puis on va la mettre. Voilà. Et puis comme Mathieu, je le disais en introduction, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions et on vous répondra dans Allô la martingale, votre libre antenne de l'argent. Benjamin, donc, qu'est-ce que tu peux dire pour commencer à répondre à Mathieu ? En fait, c'est intéressant. Il y a un peu de questions. C'est quels risques ils sont prêts à prendre d'une manière générale et dans quoi ils investissent ? Dans quel type d'actifs ils cherchent à investir ? Non, mais le réflexe déjà de parler de risque, il est excellent. Parce que c'est vrai que trop souvent, on parle uniquement de performance, de rendement. Et en fait, le rendement, on s'en fout quelque part. C'est quel risque on a pris pour créer ce rendement qui est important. Et donc, c'est ce que cherchent en fait les ultra riches. C'est pas du rendement, c'est un rendement associé au risque. Et donc, moi, ce que j'appelle une bonne performance, c'est ça qu'ils recherchent. Et donc, typiquement aujourd'hui, si vraiment je devais faire un tri parmi tous les actifs et ce qui est le plus demandé, et en fait, on va retrouver des actifs où les tickets d'entrée ils sont très très élevés. Et je vais parler d'un actif où le ticket d'entrée c'est 1 milliard. Ensuite, je vais le décliner pour vous expliquer comment on peut y avoir accès avec un petit peu moins d'argent. Et ensuite, comment vous pouvez éventuellement, vous en tant que particulier, parce que je sais que tout le monde n'a pas 1 milliard, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes fortunées qui t'écoutent, Amaury. Et toi, t'es biaisé dans ton travail. T'as que des gens ultra riches qui viennent te voir tous les jours. On n'a pas de milliardaires, je tiens à le dire. Non, mais Pas encore. Après la martingale, t'en auras peut-être. Pas encore. Ouais. Je lance un appel. En fait, on va parler de hedge fund. Parce que les meilleurs hedge funds de la place, mais on parle vraiment du 0,01%, et on pourra expliquer un petit peu comment ça se passe, ces hedge funds-là vont créer une performance associée à un risque en fait qui est nul. Ok, alors explique-nous déjà, c'est quoi un hedge fund ? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Un hedge fund, en fait, son objectif, c'est de générer un rendement absolu, quel que soit l'environnement de marché. Donc de manière usuelle, moi j'aime à dire qu'il y a un peu deux manières d'investir sur le marché. Quand on fait des actions, on fait ce qu'on appelle de la surperformance. C'est-à-dire que quand le marché fait 30%, notre objectif, si on fait de l'action, c'est de faire plus 35. Mais quand le marché fait moins 30, l'objectif, c'est de faire moins 25. Voilà. Donc ça implique quand même un certain risque aussi, même si on voit que sur plusieurs décennies, ça fonctionne plutôt très bien. Et donc, en face de ça, on a tout ce qui est performance absolue, où l'objectif, c'est d'aller chercher un rendement positif, quel que soit l'environnement de marché. La promesse, c'est ça. La promesse, c'est ça. Et la promesse, elle est très clairement tenue sur le top des hedge funds, donc le 0,01%. On est sur des hedge funds qui ont des tickets d'entrée à 1 milliard. Tout simplement parce qu'ils n'ont aucun intérêt à aller voir les particuliers. Les meilleurs hedge funds, alors je pense à certains hedge funds, mais qui ont 15 clients, 15 milliardaires. C'est tout. On parle d'établissements qui ont des milliers de salariés. On reviendra là-dessus. Et globalement, c'est des établissements qui vont générer un rendement avec ce qu'on appelle un bêta, c'est-à-dire une corrélation au marché égale à 0 ou qui tend très très fortement vers 0 et une volatilité très très faible. Non mais attends, c'est complètement fou là ce que tu es en train de nous dire. Tu es en train de nous expliquer que finalement, la promesse c'est qu'on gagne quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions de marché. Là où les autres perdent, on est censé gagner dans un hedge fund. Et la promesse, c'est qu'il y a 0 risque. Absolument. On va voir comment ça marche. Enfin, c'est fou ça. Absolument. Ça s'appelle l'arbitrage en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que je le disais en introduction, c'est pas quelque chose où le kidam peut y avoir accès malheureusement. Parce qu'on est vraiment, en fait, vous avez des contraintes quand vous faites de l'arbitrage, c'est-à-dire que vos modèles ont ce qu'on appelle une capacité maximale de gestion. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gérer 100 millions comme vous gérez 1 milliard. Et donc, quand vous avez des modèles mathématiques, donc il y a beaucoup de chercheurs en fait dans ces sociétés, et des modèles mathématiques qui sont automatisés, qui tournent, et que vous avez trouvé une inefficience de marché, vous l'exploitez. Il n'y a pas de difficulté. Mais le problème, c'est que parfois, il y en a d'autres qui vont tomber sur la même inefficience. Et donc, ils vont l'exploiter aussi. Donc, vous avez une mine d'or un petit peu, mais qui est finie. Donc, il faut faire de la R&D en permanence pour trouver justement ces inefficiences. Mais du coup, vous avez une capacité maximale. Et donc, qui dit capacité maximale dit, si on fait un rendement sans risque, on ne s'embête pas, on prend juste 15 clients, c'est des milliardaires, et ça s'arrête là. Et on n'a pas besoin d'aller commercialiser ça à d'autres personnes. Le fonds le plus connu en la matière, c'est un fonds d'un mathématicien très connu qui s'appelle Jim Simons, c'est le fonds Médaillon.
Il a réalisé sur une vingtaine d'années une performance annualisée de plus de 60% par an, hors frais. Et aujourd'hui, c'est un fonds qui continue de tourner, mais en fait, ils ont tellement percé le secret des marchés qu'ils n'acceptent même pas d'argent. C'est juste les salariés de la société, qui s'appelle Renaissance, qui gèrent leur argent eux-mêmes. D'accord, donc en fait, ils ont tellement tué le game, entre guillemets, que derrière, ils se disent non, nous, on autogère notre argent, ça nous suffit, et voilà, quoi. Exactement. Ils ont trouvé la recette de Coca-Cola, et puis c'est bon, quoi. Ouais. Concrètement, Benjamin, comment est-ce qu'on peut avancer encore sur ce que tu nous disais à l'instant, c'est-à-dire tu commençais à nous expliquer les risques, etc., comment les ultra riches investissent, mais en fait, moi, c'est un peu contre-intuitif. Tu es en train de nous expliquer que via les hedge funds, finalement, il n'y a pas de risque, alors que moi, je pensais que les gens qui étaient très fortunés, justement, prenaient plus de risques que les gens qui l'étaient moins. Comment est-ce que, tu vois, concrètement, comment est-ce qu'un investisseur particulier qui n'a pas une fortune extravagante peut s'inspirer de ça? Comment aujourd'hui, un investisseur particulier peut aller chercher de la performance en gardant quand même un risque qui est limité? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'effectivement, j'ai parlé du 0,01%. On parle de fonds exceptionnels. Il y en a très peu. Il y a des établissements français comme ça. En fait, vous êtes sur des établissements qui mettent beaucoup de barrières à l'entrée puisque vous avez des milliers de salariés. Vous avez des salaires à l'entrée qui sont énormes pour attirer les talents. Pour des métiers techniques, les entrées se font autour de 200 000 € en package. Pour les meilleurs chercheurs d'entre eux, c'est plusieurs millions sans aucune difficulté. Il faut être bon, évidemment, mais vous pouvez aller chercher des salaires qui sont très importants. Vous avez effectivement un recrutement qui est quasiment permanent sur ces entités. Vous avez effectivement pas qu'une stratégie. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des centaines de stratégies qui sont parallélisées. Vous avez, et donc, qui fait qu'on diversifie d'autant plus ce risque. Et donc, on n'a pas de petites variations négatives parasites, parce que vous avez toujours une stratégie qui fonctionne et des moteurs de performance qui fonctionnent. Et donc tout ça coûte de l'argent, il faut énormément investir, et donc il n'y a que les plus gros qui peuvent y arriver. Je peux vous raconter une petite anecdote, mais je sais qu'un des plus gros hedge funds de la place, lorsque vous avez ChatGPT qui a commencé à beaucoup faire parler, vous aviez plein de logiciels que vous pouviez payer finalement à l'époque. Et ils ont fait tourner quelque chose toute la nuit. Et le lendemain matin, en fait, ils avaient une facture de plus de 300 000 €. Donc ce jour-là, de calcul serveur, simplement. Ce jour-là, les équipes leur ont dit, il va falloir qu'on prenne quand même quelques mesures pour éviter que ça dérape trop. Mais globalement, vous avez aussi des budgets R&D illimités. Donc, comment y accéder évidemment, quand on n'a pas 1 milliard? Ce qui se passe, c'est que vous avez des banques qui préemptent justement un ticket d'1 milliard. D'accord, et qui vont pouvoir les redispatcher à leurs clients un petit peu comme ils veulent. Mais évidemment, comme on est sur un produit qui est ultra premium, c'est ce qui leur permet justement de faire office un petit peu de carotte pour des clients ultra fortunés. Ils vont leur dire, si vous me donnez, on va dire, un petit peu toutes ces activités à faire, ce compte, cette enveloppe sous gestion, moi, je peux vous donner en contrepartie accès justement à ce type de hedge fund, mais pas des montants infinis. Et donc, nous, aujourd'hui, on peut y donner accès à certains de nos clients à partir de mandats à 10 millions de dollars. Voilà. Mais c'est le strict minimum si vous voulez avoir accès aux meilleurs des hedge funds de la place. Donc là, ça veut dire que ce que tu dis là, pour ces fameux hedge funds à des tickets d'entrée à 1 milliard, si on veut aujourd'hui pouvoir s'indexer de manière directe à cette performance via un intermédiaire, déjà, ce sera via un intermédiaire, via une banque, et là, c'est à partir ticket d'entrée à partir de 10 millions, en gros. Absolument. C'est ça un petit peu la clé. Absolument. Si on veut aller directement. Ok. C'est exactement ça. Alors maintenant, encore une fois, je sais que tout le monde n'a pas 10 millions d'euros ou dollars pour les personnes qui nous écoutent. Et donc, maintenant, l'idée, c'est de vous donner des éléments opérationnels que vous pouvez mettre en œuvre sur votre portefeuille et vous expliquer quel type de stratégies peuvent servir un petit peu de proxy. Typiquement, vous avez des stratégies, qui est un petit peu la stratégie de base que vous pourrez retrouver dans ces hedge funds, qui sont des stratégies dites long-short. Le long-short, c'est quoi? C'est par exemple, vous pensez que LVMH va mieux performer que Kering dans le futur. Donc LVMH, tout le monde connaît. Kering, vous avez Gucci, Yves Saint Laurent, vous avez aussi un portefeuille de luxe. Donc vous êtes sur des titres qui sont extrêmement corrélés entre eux. C'est-à-dire que s'il y a une bonne annonce sur le marché du luxe,
Je grossis le trait, mais les deux vont prendre 10%. S'il y a une mauvaise annonce, les deux vont perdre 10%. Vous avez une corrélation en fait, qui tend vers 1 sur les deux. Par contre, on peut quand même faire le pari de se dire, finalement, je pense que dans un an, LVMH sera bien supérieur à Kering. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter LVMH et on va vendre à découvert, shorter le titre. C'est-à-dire, on va le vendre, il faudra le racheter derrière. On va vendre à découvert Kering. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'admettons, le marché du luxe, par exemple, comme l'année glissante qu'on vient d'avoir, le marché du luxe perd 30%. Bah, vous avez acheté LVMH, donc vous perdez 30%. Vous avez vendu à découvert Kering. Là, vous gagnez 30%. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que toutes ces variations parasites, vous ne les avez pas eues. Par contre, évidemment, si on a vu juste, et c'est toute l'idée de ce qu'on appelle le pair trading, c'est de s'être dit que LVMH a quand même outperformé Kering. Et donc, si LVMH a perdu 25 et que Kering en a perdu 30, en fait, vous gagnez l'écart entre les deux. Bah, en fait, ce que j'allais dire, c'est que là, c'est intéressant parce que tu es gagnant, quel que soit le cas, mais il y a un cas où tu es gagnant, un cas où tu es perdant. Donc, est-ce que finalement, ta performance, elle n'est pas à zéro Bah, ça dépend, je pense, justement, comment c'est monté. Puis de toute façon, ça dépend toujours des performances. Mais de ce que je sais, évidemment, moins expert que Benjamin sur le sujet, mais les pondérations dans ces stratégies-là sont importantes dans les différentes sélections des actions. Et je pense que, justement, la perte entraînée est souvent moins élevée que le gain. Et c'est pour ça que ces stratégies-là, comme il le dit, sont quasiment sans risque. C'est parce que les analystes ont pu justement étudier le bon panier pour pouvoir, même si la perte est là, et qu'elle ne gomme pas entièrement le gain dans l'exemple sur le VMH. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, votre risque, il est annulé à court terme. C'est-à-dire que si vous avez un crack sur le marché du luxe, que les deux perdent 30%, bah, vous êtes flat. Par contre, bah, l'écart de performance, vous allez le capter. Là où vous perdez de l'argent, c'est si Kering outperforme LVMH, alors que vous avez pris le pari inverse. Mais vous aurez toujours une volatilité qui sera quand même assez largement inférieure à ce que vous pouvez avoir sur le marché action. Et des fonds long short, vous pouvez taper un long short dans Google, fonds long short, OPCVM long short, vous en avez pas mal. Globalement, les meilleurs en fait, vont faire la performance du marché action, mais avec un budget de risque, pour reprendre ce que Mathieu Stéphanie nous demandait en introduction, avec un budget de risque qui est bien moindre, c'est-à-dire une volatilité qui est quasiment 2 fois inférieure au marché action. Donc vous faites la performance du marché action avec 2 fois de moins de risque. Et ça, pour le coup, vous avez beaucoup d'OPCVM qui sont tout à fait accessibles, via lesquels en fait, vous pouvez investir. C'est un des proxys que vous pouvez utiliser en tant que particulier. Ok, donc hyper intéressant. Ça veut dire que là, on maintient le même niveau de performance que quelqu'un qui investit de manière un peu traditionnelle sur les marchés, mais en réduisant drastiquement le risque. Je finis juste sur un truc, parce que c'est vrai que parfois j'ai des clients qui me disent oui, mais bon, le résultat est le même. J'ai la même perf. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous positionnez aussi de manière très favorable si vous avez un recul de marché. Parce que s'il y a un recul de marché, c'est des stratégies que vous pouvez déboucler ou vendre, flat ou positive, alors que tout le marché action a perdu peut-être 10, 20, 30%. Ça vous permet d'avoir du cash à investir. Exactement. Donc en fait, on n'a pas du tout le même risque et donc on n'a pas du tout le même rendement en sortie si on exploite justement ces mouvements de marché in fine. Ok, donc première astuce. Et ça, c'est quelque chose, les tickets d'entrée, ils sont beaucoup plus faibles, j'imagine. Pas de souci là-dessus, des stratégies long short en analyse fondamentale. À partir de 1 000 €, vous pouvez investir dessus. Ok, bon, très clair. Et Baptiste, toi, de ton côté, dans ta manière de travailler, est-ce que tu aurais, je sais pas moi, des exemples ou une solution qui pourrait être un peu similaire, c'est-à-dire voilà, d'essayer de maintenir un niveau de risque, un niveau de performance qui est normal par rapport à la classe d'actifs en question, mais derrière, arriver quand même à tricher, entre guillemets, et à avoir des risques qui sont moindres. Alors, sur le marché private equity VC, réduire le risque, c'est un peu comme la théorie financière le dit, c'est en diversifiant. Puisque par définition, quand on va investir au capital d'une société, on va prendre le risque que celle-ci performe ou qu'elle ne performe pas du tout et qu'elle soit liquidée. Donc l'élément de risque est difficilement gommable. Par contre, ce que je disais en introduction, ce que permettent les nouvelles améliorations des produits disponibles aux particuliers, c'est d'accéder au rendement en fait, auquel obtiennent les grandes fortunes qui sont sur les marchés du non-coté depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ça, effectivement, c'est hyper intéressant. Et je le disais, on a aussi des épisodes où
on rappelle un petit peu ce que c'est. Mais là maintenant, moi, mettons, je suis un particulier. Je vois plein de plateformes, voilà, on peut forcément les citer là, mais il y a plein de plateformes pour lesquelles on peut investir, notamment en private equity. On propose plein de choses, mais une manière de réduire son risque, c'est de choisir les secteurs et les sociétés qui, théoriquement, ont le plus de chances de performer derrière. Comment est-ce que toi, en fait, vu que toi, tu es en contact avec des investisseurs et en même temps des boîtes, et que tu essaies d'orienter les investisseurs vers les meilleures boîtes, c'est quoi un petit peu, est-ce que tu as une liste de critères à nous donner pour faire ce tri-là et in fine, capter de la performance, mais tout en réduisant le risque? Comme tu le dis, investir dans plusieurs sociétés est déjà la stratégie numéro 1. Tu parlais en introduction de secteurs à privilégier peut-être en ce moment. Il est vrai qu'il y a des secteurs qui surperforment parce que l'économie va dans leur sens, parce que le positionnement actuel, on peut citer par exemple tout ce qui va toucher à l'IA. Dès que vous êtes une société qui intègre un modèle d'IA ou qui veut disrupter un service via l'IA, vous avez plus de chances de lever. Et donc pour les investisseurs, ça peut être plus attirant parce qu'on va investir dans un produit qui semble avoir de l'avenir. Alors c'est toujours des paris évidemment. Alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai un peu l'impression que tu vois il y a 3 ans il y avait un peu des termes comme ça qui étaient vendeurs. Typiquement à 3 ans c'était quoi? C'était le blockchain, le Web3, voilà. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui j'ai l'impression que les cours reprennent et tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins vendeur. Maintenant c'est l'IA. Là on se met 2 secondes du côté de ceux qui cherchent des financements et qui montent des boîtes. C'est quoi un petit peu sur ton deck? Quelle thématique tu dois avoir pour essayer de faire venir des investisseurs? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours et c'est ce que je pense réellement profondément, c'est qu'il faut que l'entrepreneur il ait envie de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, si c'est pas du tout lié à un sujet thématique, d'IA, etc., c'est son choix. Et j'aurais même tendance à mentir. Il faut pas mentir. Ça peut arriver, on peut le voir passer plusieurs fois dans les decks que nous, on reçoit pour peut-être accompagner ces sociétés, puisqu'elles-mêmes nous pitchent pour qu'on puisse... ou pas les accompagner. Et des fois, on a des red flags, quand il y a beaucoup trop de mots, de buzzwords, comme tu dis, quand il y a un peu trop de hashtags, quand il y a trop de blockchain, etc., et qu'on a du mal à comprendre le modèle derrière de fonctionnement, de rémunération, on préfère pas accompagner parce qu'on sait que l'investisseur, lui non plus, ne comprendra pas et donc va dropper le dossier, sera pas intéressé. Donc c'est ça. D'abord, si un premier conseil pour quelqu'un qui chercherait à lever pour sa startup, ce serait de vraiment cleaner tout son discours et être sûr que tous les mots employés sont vraiment la réalité, qu'on pourra le voir dans son business model. Tu fais référence à il y a 3 ans, c'était un peu l'âge d'or du VC, du private equity. Ça a levé, on était en sortie de Covid et il y avait des levées qui étaient exceptionnelles sur des licornes qui aujourd'hui n'en sont plus ou sont peut-être même liquidées. Donc en effet, maintenant l'investisseur est devenu beaucoup plus regardant sur la réalité du business. Là où avant, en VC, si on reprend ce qu'on disait un peu en intro sur le côté risque, c'est le VC qui est le plus risqué puisque vous investissez dans des startups qui viennent de se lancer, qui ont rarement prouvé quelque chose ou qui ont même jamais peut-être commercialisé le produit. On commence au tout début de la vie de la société. Amorçage. Voilà. On est dans l'amorçage. On a une idée qu'on a essayé de développer un petit peu. On a besoin de fonds peut-être pour la compléter ou la lancer. Et donc, on va chercher du capital très tôt. Dans l'IA, on a des gros montants levés pour des idées qui viennent de naître ou des sociétés qui sont tout juste créées parce que on se dit qu'investir maintenant dans cette technologie, c'est peut-être une bonne idée, mais du coup, le risque est extrême. Mais le rendement peut être, on peut faire des multiples à 2 chiffres sur des boîtes comme ça, voire plus même. Donc l'idée, c'est quand on est investisseur, de plutôt regarder maintenant actuellement une société qui a un peu prouvé commercialement. Donc il faut que tous les chefs d'entreprise arrivent à vendre leurs produits et ça fait partie des choses que ça fait 5 ans que je suis dans ce secteur à temps plein. J'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient plutôt techniques plus que commerciaux et qui pensaient qu'en levant des fonds, ils allaient pouvoir recruter des équipes commerciales et que le produit allait se vendre alors qu'en fait le premier commercial d'une société c'est son chef d'entreprise. Et donc maintenant beaucoup de fonds et beaucoup d'investisseurs, même en BA, même en particulier qui souhaiteraient mettre des tickets de 10, de même 5 000 euros jusqu'à 100 000 euros on va dire, n'y vont plus parce qu'en fait ils ont besoin d'être rassurés sur le vrai marché de cette société. Et c'est là où on vient diminuer le risque parce qu'il y a eu tellement de casse sur le VC. Si on regarde dans des fonds plus traditionnels VC, la stratégie c'est qu'une société du portefeuille ou deux peut
par sa performance future, rattraper 80% du portefeuille Voilà, c'est qui un a peu ça été le pari, liquidé. quoi. Ouais. C'est ça le pari. Le problème, c'est qu'il y en a qui se sont aperçus que les statistiques étaient un peu plus faibles sur les sorties positives. Donc on est maintenant sur quelque chose, voilà, on demande aux entreprises d'avoir déjà un peu prouvé commercialement, d'avoir terminé leur produit et d'être capable de montrer qu'il y a une traction commerciale. Et donc pour l'investisseur particulier qui se lancerait sur une plateforme de crowdfunding, parce que c'est on va dire le moyen le plus simple d'entrer directement au cœur d'une société, ce serait de bien essayer de comprendre ce que fait la société, pas se laisser avoir par des mots techniques qui ont l'air inventés par des On ingénieurs. n'investit que dans ce qu'on comprend, comme dirait Exactement. Warren Buffett. Exactement. Mais c'est un très bel exemple, et c'est aussi un exemple qui, par sa société, on peut acheter des actions de la société de Warren Buffett, et donc du coup accéder à sa stratégie d'investissement. C'est un autre moyen, j'allais le présenter plus tard, mais c'est un autre moyen d'accéder au private equity, à la classe des investissements non cotés, c'est de passer par des sociétés qui, elles, sont cotées, mais des sociétés de gestion comme Tikeo, par exemple en France, qui se trade à autour de 20 euros. Donc pour 20 euros, on peut acheter une action de Tikeo et donc être au capital d'une société qui elle-même investit dans plein de sociétés. Donc on vient en même temps diversifier son risque, puisque Tikeo investit sur un spectre très large de valorisation et de sociétés. Donc là, on vient de facto diminuer son risque parce qu'on achète un panier de sociétés non cotées. Et donc, voilà, si je reviens au crowdfunding, je dirais que il faut vraiment lire entre les lignes de ce qui peut être écrit dans le deck ou décrit par le fondateur. La réalité est souvent quand même un peu différente, en tout cas doit être mise en perspective pour comprendre le produit, puis surtout la place qu'il peut se faire sur son marché et les performances historiques ou futures, surtout futures, qui peuvent être réalisées. Benjamin, toi, pour tes clients, est-ce que tu investis en start-up? Est-ce que c'est une classe d'actifs, tout ce qui est crowdfunding, private equity? Est-ce que c'est des choses qui sont recherchées par tes clients ou alors que tu leur recommanderais? Alors, pas particulièrement le crowdfunding, mais des investissements en direct plutôt. Avec, effectivement, comme le disait Baptiste, il faut absolument diversifier les positions parce que vous avez une très grosse probabilité de chance que la société elle soit liquidée. C'est le propre du VC. Et donc, en fait, quand vous diversifiez vos positions, vous avez une position de temps en temps qui va vous rattraper toutes les pertes. C'est exactement ce que fait Xavier Niel. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il faut quand même investir énormément. Et c'est aussi pour ça, ce que disait Baptiste est tout à fait vrai, le crowdfunding, ça permet de le faire quand on a aussi un petit budget. On peut mettre des plus petits tickets. Là où je rejoins aussi Baptiste, c'est sur la partie présentation de la société. Alors c'est vrai que moi, mon truc, c'est plutôt les sociétés, on va dire, dites cotées. Mais que ce soit des sociétés cotées ou non cotées, c'est à peu près toujours la même chose. Quand vous écoutez un chef d'entreprise ou que vous lisez un deck, c'est les meilleurs à chaque fois. La croissance, elle va être incroyable. Les marges, elles vont être au-dessus de la moyenne. Et donc, évidemment, si tout le monde le dit, c'est qu'il y a un problème. Et donc, évidemment, il faut faire très attention, savoir lire entre les lignes. Et moi, je pars du postulat qu'on ne me donne pas une présentation fiable de ce qui est fait à chaque fois. Et je vais vraiment challenger. C'est ce que fait aussi Baptiste, puisque du coup, lui, il ne va pas, quand on fait son métier, en fait, il ne va pas proposer des deals s'il sait qu'il ne va pas pouvoir les vendre derrière. Donc, c'est aussi un filtre qui est intéressant, je trouve, de passer par des établissements comme Impulse. Enfin, je sais que nous, on a eu l'occasion de travailler avec eux sur pas mal de deals. Et c'est un filtre déjà qui nous permet de ne pas avoir trop de déchets dans ce qui nous est présenté, parce que mine de rien, c'est aussi un travail qui est très long, très important. Si vous devez recevoir 100 personnes chez vous et accepter un dossier, voilà, s'il y a quelqu'un qui le fait à votre place, c'est pas plus mal. Ouais, c'est tout à fait. Merci Benjamin de souligner cette complicité. Mais c'est vrai que nous, c'est mon métier de rédiger des decks et de rédiger des infomémos parce que moi, je suis là pour accompagner les sociétés. Mais il faut toujours partir du postulat qu'il ne faut pas décevoir le lecteur. Il ne faut pas vendre des choses qui n'existent pas dans la société, parce qu'à un moment donné, l'investisseur, surtout quand il est professionnel, va s'en apercevoir. Il y a des audits qui sont faits, il y a des due diligence, il y a les chiffres sont checkés, sont contre-checkés, les BP aussi. Donc l'idée, c'est vraiment, et c'est ce que disait Benjamin, et c'est vraiment l'idée, c'est que nous, on sélectionne en amont les dossiers qu'on veut présenter, parce qu'on représente jamais bien un dossier quand on n'y croit pas. Et donc ça, c'est
on peut pas convaincre un investisseur si nous-mêmes on n'est pas convaincu. Et là, si on se remet justement du côté investisseur, c'est-à-dire que là, on était au départ, dans ce que tu commençais à dire, un petit peu du côté des entrepreneurs qui cherchent des financements. Et là, tu nous as dit, bon, s'il y avait un peu des buzzwords dans ce moment qui marchaient bien, c'était l'IA. Sauf que, si on se remet du côté investisseur, bon, j'imagine qu'il ne faut pas forcément sauter sur tout ce qui a marqué IA. Parce que l'IA, bon, déjà, est-ce qu'il y a une bulle et tout? Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais bah, voilà, tout le monde va mettre de l'IA dans ses decks, dans ses trucs. Pour, voilà. Comment, c'est quoi c'est quoi les secteurs en ce moment qui peuvent être porteurs? Quand je dis porteurs, c'est là, on se replace du côté de l'investisseur. C'est pas on cherche des financements, c'est on cherche des boîtes qui vont marcher demain. C'est quoi les secteurs un peu qui peuvent être tirés demain? Tu peux parler d'IA, mais nous expliquer que dans les sociétés qui se présentent IA, bah, j'imagine qu'il y a des critères. Tu vois. Bah, sur l'IA en tant que tel, il y en a qui... Il y a des sociétés qui voudraient... implanter de l'IA parce que justement c'est un mot qui fait rêver, même si leur produit ou leur business ne les nécessite pas. Ils vont essayer de baser une activité ou une part de leur activité sur de l'IA, alors qu'en fait, il n'y en a pas tellement besoin. Ils devraient concentrer la R&D ailleurs, peut-être plus de commerciaux, etc. Donc ça, alors c'est difficile pour un investisseur de s'apercevoir de ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis, si vous ne comprenez pas du tout ce que fait la société, c'est vraiment... Là, c'est un pari. Là, vous êtes au casino. Okay. Là, c'est... Ouais. Donc voilà, après en secteur, nous, je vois qu'en parallèle d'Impulse, on a monté un fonds en club deal. Donc là, on vient inviter des investisseurs particuliers à mettre des tickets plutôt faibles pour pouvoir accéder à des opportunités d'investissement que nous, on peut sourcer ou qu'on peut nous présenter. Généralement, il y a une thèse quand même qui est très orientée autour de la santé, du healthcare. Et la santé un peu disruptive. C'est-à-dire que le VC, là où le secteur de la santé en fait connaît pas tellement la crise, parce que la santé, c'est quelque chose qui sera toujours nécessaire, et en plus avec le vieillissement de la population, évidemment, c'est de plus en plus nécessaire, et en fait, il y a des pans entiers de la santé qui peuvent être vraiment disruptés par des innovations majeures. Je vois des sociétés qui, par exemple, sorties de rien, basées dans le nord de l'Europe, montées par 3 ou 4 chercheuses qui va révolutionner la reconstruction du genou, des cartilages osseux. Mais alors là, attends, on est dans de la biotech un petit peu. Alors, on est dans la biotech, de la risqué, medtech. Ça. Alors justement, c'est là où c'est. On est dans le VC, et le VC c'est risqué. La biotech, c'est pas risqué si vous la prenez très tard. Ou la medtech si vous avez. Oui, par définition, plus on arrive tard, moins derrière. Et moins de rendement. Ah, c'est le couple risque. Donc la santé, l'IA, en gros, si je résume un petit peu pour ceux qui nous écoutent, l'IA c'est intéressant, mais attention. Faut pas qu'il y ait de l'IA pour qu'il y ait de l'IA. Voilà, si vous sentez que vous comprenez pas à quoi ça sert, faut pas y aller. Et sinon la santé, pourquoi pas? La santé, pourquoi pas? Parce que gros rendement, si la société arrive à commercialiser son produit après tous les tests qui sont nécessaires, les autorisations. Énorme explosion de la valorisation, donc là énorme rendement, mais bon, il y a les barrières des tests qui peuvent être qui peuvent stopper la carrière d'un produit ou d'une société, mais si ça passe, c'est très risqué, mais ça peut avoir un énorme rendement. Okay. Généralement, quand on va sur le VC, même en tant que particulier, et c'est ça qu'il faut, je pense, que les auditeurs le gardent en tête, c'est que c'est une fraction du portefeuille, et chez les ultra riches aussi, Mathieu, ça fait un parallèle avec la question de Mathieu, c'est généralement moins de 5% du portefeuille. On considère qu'à 10%, c'est le maximum parce que c'est très risqué, ça peut être rapporté extrêmement pour tous les investisseurs. Mais c'est aussi, il faut le voir aussi un petit peu comme c'est un investissement un peu plaisir. Parce que vous aidez des entreprises réellement pour le coup, vous investissez pas dans un concret, et du concret. J'ai l'impression d'avoir étudié un petit peu le deck de la société. J'ai l'impression de l'aider parce qu'en fait, elle lève des fonds pour développer la société, elle lève des fonds pour se développer. Donc je l'ai un peu aidé. Donc il y a un petit côté à la fois avec une grande espérance de rendement, beaucoup de risques, mais aussi j'ai l'impression d'avoir investi dans l'économie réelle. J'ai l'impression d'avoir aidé quelqu'un. J'ai l'impression d'avoir orienté mon épargne vers ce que je veux. J'ai l'impression ou je l'ai vraiment fait? C'est le cas, puisque la société a levé des fonds, elle a créé des nouvelles actions. Donc en effet, c'est le cas, mais ça donne un peu. Moi, je le faisais avant même de rentrer en finance quand j'étais étudiant. Je mettais des tout petits tickets de 20-30 euros parce que j'avais que ça à l'époque en étant étudiant, mais parce que je me disais, ils appellent sur les plateformes, ils appellent à l'épargne pour essayer de se développer. Ils n'ont pas forcément peut-être trouvé soit des institutionnels comme moi je vais contacter maintenant, ou ils ont envie de faire participer à la communauté, parce que des fois c'est aussi ça, hein, c'est des marques qui veulent lancer de nouveaux produits et qui capitalisent sur leur communauté. Et c'est un peu valorisant. Tu sauvais l'économie
l'économie française dès ton plus jeune âge. Avec 20 euros par ticket. J'espère que attends. j'ai eu des belles sorties et des moins belles, mais bon, après un rendement sur un ticket de 20 euros, même si on sort à 30 euros, c'est bien. Ça fait Voilà, 50%. c'est pas mal. C'est Ouais. pas mal. C'est Ça pas mal. paye la bière. Ça paye la Voilà, bière. c'est ça. Benjamin, toi, justement, on parlait de secteur. Là. Mm. Voilà, Baptiste nous dit bon, l'IA, pourquoi pas, c'est intéressant, mais attention. La santé, pareil, attention, bien choisir les dossiers. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui dans lesquels les ultra-riches que tu côtoies quotidiennement investissent en particulier là? Est-ce qu'il y a des choses qui retiennent leur attention où ils se disent ah, là, il y a un truc qui se passe? Oui, il y a des secteurs effectivement sur lesquels on va nous interroger très régulièrement parce que on en entend parler dans les médias, simplement. Après, nous, on joue un peu vieux jeu, je dirais, en la matière, puisque c'est pas forcément... et c'est même pas forcément ce que nos clients nous demandent. Nos clients nous demandent en fait le plus de certitude possible en fait de faire un gain. Et c'est vrai que quand vous avez déjà beaucoup d'argent, vous n'avez pas forcément l'ambition d'en gagner énormément davantage. Quand vous avez atteint un certain niveau de vie, voilà, vous voulez continuer de faire fructifier, pouvoir le transmettre de génération en génération, pas payer trop de fiscalité, voilà. Et donc pour revenir à la question, moi j'aime bien les secteurs justement qui sont pas sexy. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'IA, dès qu'on parle de blockchain à l'époque ou de Web3, comme Plus on en disait, parle, moins tu y vas en fait. Exactement, parce que plus on en parle, plus il y a d'investisseurs potentiels qui sont susceptibles d'y aller, et plus je vais acheter cher la société, ou en tout cas cher en termes de multiples, ou voilà, je vais trop payer pour ce que je peux potentiellement récupérer, et parfois avec un risque important. Alors que vous avez des investissements qui sont pas très sexy à côté, ou parfois sur des petites niches, alors qu'ils ne pourront pas scaler non plus, mais vous avez une certitude de votre rendement qui est quand même beaucoup plus importante. Moi, c'est plutôt ce qu'on me demande de faire. Et effectivement, sur une frange du portefeuille, on peut aller chercher une partie de risque. Mais de la même manière, j'ai beaucoup de clients qui me disent est-ce qu'il faut du Bitcoin en portefeuille? Moi, je leur dis c'est très simple, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais recommander. Mais si vous y croyez, mettez-en 5% de votre portefeuille. Si ça fait x20, vous allez doubler votre patrimoine. Et si vous perdez 5% de votre patrimoine, ça ne va pas changer votre vie. C'est ce que je leur dis. Et c'est vrai que sur le VC, et vraiment quand on est très 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 early, quand on fait des bets, effectivement, pas plus de 5%, je pense que c'est plutôt bien. Exactement ça, c'est un actif très risqué. Le Bitcoin, c'est un actif risqué. Là, le VC, alors, la différence, c'est que... C'est pas du Bitcoin, effectivement. Voilà, je ne te ferai pas affront. Non, on a des actifs réels derrière, entre guillemets, on va dire qu'on a des actifs, mais c'est sûr qu'il ne faut pas tout investir. Faut pas tout investir dans ces activités-là. Le private equity peut paraître un peu moins risqué parce que vous avez souvent des sociétés qui sont rentables, qui sont établies, mais qui dit du coup, moins de risque, dit moins de rendement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a cette moyenne-là de 12% de rendement. C'est parce que la majorité des fonds sont investis en private equity, plus qu'en VC. Mais voilà. Je trouve aussi que quelque part, le private equity peut donner une illusion de pas de risque parce qu'on ne voit pas la valeur de l'actif bouger. Mais en réalité, vous voyez l'entrée et la sortie. Mais si vous vous amusez à entrer et sortir du marché action sur une période de 8 ans, vous êtes à peu près gagnant sur toutes les périodes glissantes de 8 ans. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait en private equity. Et c'est juste que vous n'avez pas les variations quotidiennes. Donc, c'est un côté aussi un peu rassurant. Et après, il faut aussi être rassuré quand on fait de l'investissement. Donc, c'est bien, ça permet aussi de démocratiser une certaine forme d'investissement qui était réservée à des plus riches récemment. Avant qu'on passe à la promesse de cet épisode, la question finale, c'est-à-dire un petit peu le meilleur investissement du moment selon vous pour investir comme les ultra-riches, et quelques anecdotes, est-ce que tous les deux, vous avez des choses à ajouter pour justement essayer de s'inspirer un petit peu en termes, juste là je parle de méthode, en termes de couple rendement-risque, comme on parlait de ça, que là on regardait d'abord le risque puis après le rendement, c'est intéressant ce que disait Benjamin en début d'émission. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, typiquement Baptiste, là pour finir, tu nous parlais de secteur, est-ce que tu as d'autres tips un petit peu à donner à des investisseurs particuliers pour sélectionner des boîtes qui auraient le plus de chances possible d'être, que ce soit un bon investissement, d'être rentable, que ça se développe bien? Je regarderai... un peu comme je le traite moi quand je prends un dossier, je regarderai il faut que la boîte ait un peu d'historique quand même. Si on n'y connaît pas grand-chose dans l'investissement et en société non cotée, etc., je regarderai une société qui
qui a créé depuis quelques années sa croissance, même si c'est des chiffres très faibles de chiffre d'affaires, est-ce qu'au moins elle a réussi à vendre un petit peu son produit? Est-ce qu'elle a réussi à se positionner un petit peu sur son marché? À partir de là, on peut avoir un espoir sur le fait qu'elle suive ce trend-là. Donc ça, c'est important. Après, il y a toujours des aléas, même malgré que le secteur soit bon, que la société soit en super forme. Moi, j'ai vu des exemples où les fondateurs voulaient partir une fois que la levée de fonds était faite. Quelques mois après, ils avaient décidé de changer de projet. Et puis là, c'est pas possible parce que on s'est engagé auprès d'institutionnels, de particuliers. Donc, on peut pas faire ça. Donc, le risque zéro n'existe pas, même quand une société va bien, puisqu'on peut... ça reste de l'intuitu personae. Quand on investit dans une société, on investit surtout sur l'équipe dirigeante et sur sa capacité à tout développer. Donc le premier truc que tu regardes, c'est l'équipe dirigeante. Ouais, l'équipe dirigeante, c'est important. Peut-être pas son track record. Moi, je suis moins attaché à ce qu'elle a fait avant, s'il a fait plusieurs sociétés ou pas. Juste, est-ce que j'ai la confiance? Est-ce que je peux avoir confiance à cette personne-là sur faire croître sa société? Mais un particulier, il fait comment là-dessus? Sur ça, en fait, généralement, sur les plateformes de crowdfunding, vous allez avoir de l'information. Donc, il va être abreuvé en information, donc il va pouvoir se faire sa propre idée. Il y a parfois, même nous on le fait chez Cenist, le fonds de Club Deal, on fait intervenir, on fait faire un pitch pendant 1 heure, le dirigeant vient et il présente aux différentes personnes sur la plateforme qui il est, comment il est. Ça permet après de se faire une vraie opinion. Quand on investit ça c'est quand on investit en direct by crowdfunding. Pour les particuliers qui auraient des tickets vraiment très restreints, ça va être la première solution et l'unique, on va dire, pour avoir cet accès direct et se faire une idée directe. Après, si on veut vraiment être sur cette classe d'actifs et qu'on n'a pas trop d'idées pour comment y arriver, on se rabat sur des fonds spécialisés. Il y a des fonds qu'on peut placer dans les assurances vie, dans les PER, C'est quoi? C'est des fonds thématiques? C'est des fonds thématiques et on a même des sous-thèmes par soit VC, soit PE plus early stage, soit plutôt en retournement, etc. Ok, et au-delà de ces catégories-là, pour finir, est-ce que tu aurais, on parlait de santé, on parlait d'IA, est-ce que tu as une dernière thématique qui serait à surveiller tout particulièrement en ce moment? Là, il y a tout ce qui va être autour de l'agrotech, tout ce qui va être la nourriture de demain, comment s'adapter au changement climatique, tout ce qui va être dans ces thématiques-là peut être important parce que c'est des sujets qui sont imminents et qui vont devoir être adressés rapidement. Donc ça peut être un très bon secteur à surveiller. Ok, très clair. Benjamin, est-ce que tu as autre chose à dire avant de nous donner ton meilleur investissement? Non, mais je vais juste toucher 2 mots sur le risque et je vais donner quelques exemples d'investissements qu'on fait assimilables à du private equity pour nos clients. Comme ça, tu auras quelque chose de complètement opérationnel à donner à ton auditoire. Déjà, sur le risque, en fait, quand vous investissez sur un actif, vous avez ce qu'on appelle de la volatilité. Donc ça, c'est une unité de risque. Donc, simplement, c'est de l'écart type pour les plus matheux d'entre nous. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez comparer la performance, le rendement, associé justement à la volatilité. Et donc, votre objectif, c'est qu'en fait, pour une unité de rendement que vous n'avez pas pris plus d'unités de risque. Donc, c'est ça un rendement associé au risque qui est bon. D'accord ? En réalité, la formule, il faut aussi ajouter le taux sans risque, et c'est ce qu'on appelle le ratio de Sharpe. Donc le ratio de Sharpe, il est très important à regarder, et ça permet vraiment de comparer les fonds entre eux. Donc regardez, ratio de Sharpe, vous avez des sites qui peuvent vous les donner. Et le dernier élément, c'est le maximum drawdown. C'est si vous étiez rentré au pire moment et ressorti au pire moment, donc de pic à pic, combien vous auriez pu perdre sur cette stratégie. Donc c'est vraiment des marqueurs de risque. Je pense qu'on ne veut pas rentrer dans trop de détails, on veut avoir un aperçu qui est très rapide, qui, à mon sens, sont vraiment les premiers critères à regarder, quels que soient les investissements qu'on prévoit de faire. Maintenant, pour rebondir un petit peu sur la partie private equity, nous, ce qu'on aime bien faire, justement, c'est, en plus parfois d'investissements non cotés, c'est investir sur des sociétés cotées qui détiennent des actifs justement non cotés. Alors, un des exemples iconiques, vous avez effectivement Warren Buffett avec Berkshire Hathaway. En fait, indirectement, vous seriez actionnaire de la société Heinz. Donc, je suis sûr que vous connaissez le ketchup, absolument. Donc voilà, donc ça, c'est effectivement, vous avez une poche avec du Heinz à l'intérieur de Berkshire Hathaway. Sinon, je peux citer quelques sociétés, ça donnera probablement des idées. On aime beaucoup chez nous Ametech, qui est en fait une grosse société américaine qui détient plusieurs sociétés, une 50aine de niches industrielles. Et donc en fait, vous avez un portefeuille de sociétés qui sont positionnées sur des niches industrielles. Donc qui dit niche dit c'est un peu compliqué à aller les concurrencer.
Et en plus, il y a des grosses barrières à l'entrée et ils peuvent conserver des marges qui sont intéressantes. Et donc, ils ont 50 niches industrielles et chaque business unit se répond l'une avec l'autre. Donc, si vous regardez, vous allez voir, c'est des performances qui sont absolument hors normes. De la même manière, vous avez Constellation Software, qui est une très grosse société canadienne qui ne fait que racheter du logiciel. Alors, des logiciels, une fois que c'est implémenté dans une entreprise, c'est quand même très compliqué de s'en séparer. Il faut reformer tout le monde. Vous avez des coûts d'investissement. Parfois, comme Jiffy, qu'on a vu récemment, quand vous changez de logiciel, en fait, votre boîte, elle coule parce que quand votre logistique, elle ne fonctionne plus et que la logistique, en fait, c'est quasiment votre métier, c'est vrai que c'est compliqué. Donc souvent, c'est des bascules qui ne se font pas et les logiciels, une fois qu'ils sont bien implantés, vous avez une visibilité des revenus qui est extrême et donc Constellation Software ne fait que racheter des sociétés qu'elle stack comme ça et donc c'est un petit peu le Berkshire Hathaway du logiciel, si on le dit comme ça, et Ametech, c'est un petit peu le Berkshire Hathaway de l'industrie. Voilà, donc ça, c'est des exemples que vous pouvez prendre. Et le dernier, c'est Exor, c'est la holding de la famille Agnelli, fondatrice de Fiat. Pour les plus fouteux d'entre nous, c'est l'actionnaire historique de la Juventus de Turin également. Et donc, à l'intérieur de Exor, vous avez effectivement plusieurs positions VC que la famille Agnelli prend et des opérations de private equity auxquelles vous avez accès de manière indirecte parce que dans Exor, vous avez Juventus de Turin, vous avez Iveco, vous avez Ferrari, vous avez Stellantis, vous avez The Economist, vous avez Christian Louboutin. Et la dernière très grosse opération de private equity qu'ils ont réalisée, c'est qu'ils ont acheté un assureur qui s'appelle PartnerRe, 5 milliards, je crois, et ils l'ont revendu 7,5 2 ans plus tard à Covea. Donc en fait, quand vous êtes actionnaire de cette holding, vous bénéficiez indirectement de toute l'expertise et en plus du réseau d'une des familles les plus puissantes en Europe. Et en plus de ça, vous n'avez pas de frais d'entrée, vous n'avez pas de frais de sortie, vous n'avez pas de frais de gestion et vous avez de la liquidité. Donc c'est vraiment le private equity dans le meilleur des mondes. Donc voilà, nous, ce qu'on aime bien faire de manière un petit peu maligne. J'ai donné 3-4 idées qui sont vraiment plug and play. Vous pouvez prendre les tickers et les mettre dans votre portefeuille. Vous ne faites pas de grosses erreurs en mettant ce type de titre en portefeuille. Ok, écoute, merci pour ces idées-là. Avant de passer sur l'investissement le plus du moment à faire, selon vous, peut-être une anecdote pour les plus chanceux d'entre vous. Benjamin, tu voulais quand même nous parler, tu avais commencé à me parler d'une cliente qui a trouvé 300 000 euros de pièces d'or sous un escalier. Et elle est venue te voir après ça. Elle se demandait, elle est venue te voir, elle a débarqué, elle a dit voilà, j'ai 300 000 euros de pièces d'or, qu'est-ce que je fais ? Absolument. Ouais, elle n'est pas venue avec la caisse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a eu un décès malheureux dans sa famille. C'est une personne qui était déjà cliente. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu un décès. Et donc, vous videz la maison familiale. Et donc là, c'est vraiment l'histoire que vous pouvez trouver dans un roman où finalement, elle vit dessous un escalier, elle se cogne la tête et ça ne fait pas le bruit d'une marche. Du coup, regarde un petit peu et effectivement, ça sonne creux, ça fait un petit bruit un petit peu bizarre, un petit tintement et finalement, ils se rendent compte que y a une caisse qui est un petit peu collée à l'escalier de manière très discrète. Sous l'escalier, quoi. Exactement, sous l'escalier. Et donc, à l'intérieur, plusieurs pièces d'or pour une valeur d'à peu près 300 000 euros. Alors, c'était il y a quelques temps, donc aujourd'hui, ça vaudrait beaucoup plus. Et donc, effectivement, ça fait partie des questions, je dirais, un petit peu drôles, parce que des anecdotes comme ça, on en a tous les jours. Pas tous les jours, mais assez régulièrement, en tout cas. Ça fait partie des questions qu'on nous pose. C'est qu'est-ce que je fais ? C'est pas forcément déclaré. Est-ce que je risque quelque chose ou non ? Qu'est-ce que j'en fais, quoi ? Donc ça fait partie des questions qu'on nous pose. En l'occurrence, sur le niveau de patrimoine de cette cliente, il n'y avait absolument aucun souci d'avoir 300 000 euros de pièces d'or. C'est ce qu'on appelle peu ou prou les bijoux de famille. Et l'État le sait tellement bien que vous avez une taxe sur les métaux précieux de 11,5 pour quand même toucher un petit peu quand les gens revendent. Mais par contre, c'est vrai que si cette somme elle était très disproportionnée par rapport au patrimoine de la personne, par exemple, si votre patrimoine c'est 300 000 et que vous trouvez 300 000 euros de pièces d'or, là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on nous demande ou des petits sujets qu'on peut avoir un peu marrants. Bon, écoutez, si vous nous écoutez, vérifiez vos escaliers. Fouillez tous vos escaliers. Moi, je rentre chez moi ce soir, mais je vais tout vérifier. Là. Je vais tout... Non, mais, ok, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, maintenant, on arrive à la fin de cette émission. J'aimerais savoir
parmi tous les investissements qu'on a donnés ou qu'on n'a pas forcément donnés, aujourd'hui, là, mi-2025, c'est l'été. Quel est l'investissement du moment, le meilleur investissement selon vous pour investir comme les ultra riches, qui est le plus intéressant, le plus accessible et intéressant, les deux? Je ne sais pas qui veut commencer. Baptiste, peut-être. Ouais, Vas-y. parce que Benjamin, après, va avoir sûrement beaucoup de choses à dire. Donc, moi, ce que je vois en ce moment, de mon côté, et c'est ce que si j'avais des sommes un peu folles à mettre, je mettrais, je resterai dans le private equity, mais dans le retournement. On est dans une époque où il y a beaucoup. Alors, ça veut dire quoi, le retournement? Alors, le retournement, c'est quand on est dans des situations où les sociétés vont pas bien. Elles ont connu un bel âge, mais au bout d'un moment, soit le dirigeant est fatigué, soit le produit n'a pas assez évolué, la concurrence va un peu mieux. On est sur des sociétés qui ont des valorisations plus faibles que leur père, puisque par conséquent, vu qu'elles sont plutôt dans une phase déclinante, on peut trouver des belles pépites. Et il y a une génération de cadres qui a une quarantaine d'années à peu près, entre 35 et 50 ans, qui est sorti de grandes sociétés, qui a mis un petit peu d'argent de côté, et qui en fait est plutôt à la recherche maintenant de sens, et qui donc vont faire appel à des investissements, aux investisseurs, des fonds d'investissement institutionnels ou particuliers via des clubs qui vont fédérer des gens autour d'eux pour essayer de racheter ces sociétés-là, qui sont un petit peu sur le déclin, pour lesquels eux, ils ont la motivation et le cœur à l'ouvrage à mettre dans ces sociétés pour justement essayer de leur redorer le blason. Et donc là, il y a de très belles... C'est quoi, c'est du Bernard Tapie un peu là? C'est du Bernard Tapie. Alors quand on est vraiment à l'extrême, dans une situation vraiment délicate, c'est du Bernard Tapie. Au tribunal, quand vous allez acheter à 1 euro à la barre du tribunal, ça ressemble à ça. Mais on peut faire de très belles affaires parce qu'il y a des sociétés, on arrive dans une époque où les dirigeants d'entreprise, il y a beaucoup de sociétés qui arrivent avec des dirigeants qui doivent partir à la retraite, qui ont plus, qui laissent un petit peu à l'abandon leur société, en tout cas la laissent tourner. Et là, il y a pas mal à mon avis, sur les 10 prochaines années, il va y avoir énormément de sociétés qui vont pas forcément trouver un acquéreur à des valorisations estimées par les dirigeants, qui vont être bien plus faibles. Et là, il y a des gens qui vont pouvoir les reprendre et faire multiplier l'activité, le chiffre d'affaires et la rentabilité, tout, et qui vont permettre à des gens de faire de belles sorties une fois. Donc là, si j'étais un investisseur particulier, en écoutant ce que je viens de dire, je regarderais toutes les stratégies de fonds qui sont plutôt justement ce qu'on appelle le capital retournement. Ah, donc ça, on peut trouver un fonds directement. C'est une thématique, quoi. Tout à fait, il y a des thématiques. Okay. Tout à fait, fonds capital retournement. Ok, ouais. Hyper intéressant. Toi, Benjamin, selon toi, là, maintenant, tout de suite, en ce moment, mi-2025, c'est quoi l'investissement qui pourrait être rentable mais à la fois accessible? Le truc à faire. Bon, si accessible, c'est 10 millions de dollars, tu as compris ma réponse, Amaury, c'est du hedge fund. Sinon, effectivement, c'est encore un petit peu une réponse de vieux, je suis navré, mais j'investirais pas sur un truc en particulier. Par contre, je mettrais une stratégie que je leveragerais. Et en fait, souvent, le crédit, notamment via l'utilisation de crédit lombard, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, puisque une fois que vous avez un portefeuille d'investissement relativement liquide, vous pouvez acheter des GAFAM, plein de choses, et en fait, vous pouvez vous leverager là-dessus. Et quand vous vous leveragez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez acheter des actifs, et si votre actif est bien plus rentable que le taux que vous payez, en fait, la banque vous crée du patrimoine facilement. Alors, et ça, crédit lombard, c'est quoi? C'est en fait, ça veut dire, imaginons, j'ai 100 000 euros d'actions en bourse. Ces 100 000 euros, je peux les mettre comme une sorte de caution à la banque pour qu'on me prête. Alors peut-être pas l'équivalent, peut-être un peu moins. Absolument. En fait, on va te prêter ce qu'on appelle une loan to value, c'est-à-dire en fonction du risque du sous-jacent, la banque va être en mesure de te prêter plus ou moins d'argent. Par exemple, si tu as un portefeuille composé d'actions, tu n'auras pas trop de difficultés à avoir 60-70% de loan to value. Concrètement, sur 1 million d'euros, la banque peut te prêter 600 000. Et avec 600 000 euros, on peut faire quand même pas mal de choses. Donc, la stratégie un petit peu classique et qu'on voit sur tous les horizons de temps, et nos clients surutilisent ce type de stratégie, mais c'est aussi accessible, on va dire, à des gens qui ont moins d'argent. C'est typiquement de leverager des portefeuilles qui sont plutôt investis sur les marchés actions, ou les marchés boursiers, puisque c'est des marchés dits liquides. Donc la banque est à l'aise de prêter du crédit. Vaut mieux le faire, on a plus de chances que ça marche si on est sur des marchés actions. En fait, c'est pour que la banque vous prête de l'argent, il faut un actif liquide et relativement lisible. Et quand vous avez une action, on sait qu'une action de grande société, à la limite, vous pouvez faire un moins 40 et un crack Covid.
mais c'est à peu près le gros du risque que vous avez. Donc, si on vous prête 60% de la valeur, vous voyez qu'en fait, le collatéral sera toujours suffisant, entre guillemets. Deuxième élément, c'est un actif liquide. Donc, c'est-à-dire que si jamais la banque réclame son dû, elle peut vendre l'action immédiatement. Et vous ne pouvez pas leverager, par exemple, un portefeuille de private equity. Parce que c'est pas liquide. C'est pas liquide. Enfin, pas assez en tout cas. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je parle d'un portefeuille boursier. Et donc, de ce portefeuille boursier, justement, vous avez du levier. Et ce levier, de manière assez usuelle, ce qui se passe, c'est que vous pouvez acheter des biens immobiliers, notamment à Paris, même si le rendement en fait, locatif à Paris, il n'est pas très bon. Vous êtes sûr d'avoir un locataire. Vous avez quand même un rendement et une appréciation peut-être du marché immobilier si vous faites une bonne affaire. Nous, on source du off-market, donc on en fait. Et donc, votre rendement va pouvoir couvrir votre taux, sauf que la banque va vous payer un actif. C'est comme faire un LBO, finalement, c'est pas très loin de ce que exactement font les institutionnels. Et donc, in fine, vous vous retrouvez avec un appartement que la banque vous a payé, et vous avez quand même fait votre performance sur le marché action. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et très concrètement, dès que vous avez beaucoup d'argent, vous le surutilisez. Généralement, le crédit, c'est quand même quelque chose souvent un peu tabou dans le ménage moyen français, je dirais, parce que on a peur de demain et on n'a pas envie de se surendetter. Et effectivement, on n'a pas envie de mettre des portefeuilles trop à risque non plus. Mais ça, on peut gérer aussi le crédit qu'on prend. Ok, donc le fameux crédit Lombard sur lequel vous pouvez vous leverager. Pour finir cette émission, j'ai 2 questions à vous poser. C'est les questions cash. La première question cash, c'est un petit peu votre investissement casino. Baptiste, on va commencer par toi. C'est-à-dire que c'est une somme d'argent dont tu n'as pas besoin, qui n'est pas celle de tes clients. C'est pas un conseiller en investissement, mais là, si tu avais un pari à faire, un pari spéculatif, c'est-à-dire quelque chose où tu peux gagner beaucoup, mais bon, on parlait du couple rendement-risque tout à l'heure, tu peux aussi perdre beaucoup. Si tu avais un pari à faire un peu spéculatif, là, tirer dans quoi maintenant tout de suite ? Si j'avais un pari spéculatif, là, je pense que j'irais pas sur le VC LPE. Je connais peut-être trop bien, mais c'est parce que si vraiment je devais tout perdre, enfin, si je pouvais prendre le risque de tout perdre, là, comme j'ai fait quelques pertes sur les cryptos et que je vois que ça remonte, je remettrai tout pour un petit peu éponger mes pertes. Les cryptos en général. Les cryptos en général, non. Alors j'étais très Ethereum à un moment. Ça a remonté là. Les chiffres derrière le moins du rendement sont un peu moins élevés. Il y a un peu moins de chiffres, mais ouais, non, c'est là je mettrais là sur un très court terme, je mettrais là sur ça parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rationalisation du marché sur justement des coins sûrs, sur en tout cas cœur, Bitcoin, Ethereum. Donc là pour un pari très court terme, je ferais ça. Donc tu rachèterais un petit peu d'Ethereum. Ouais, je remettrais un petit peu dans mon portefeuille. Ouais. Ok, Benjamin. Moi, je me mettrais probablement un levier assez fort sur Amazon. Un levier assez fort sur Amazon. Mais alors, dans quel sens ? À l'achat, bien sûr. À l'achat. À l'achat. Oh non, parce que tu pourrais shorter aussi. Non. Okay. Je n'oserais pas. Mais pour moi, Amazon, et pourquoi Amazon ? Pour moi, simplement, c'est la meilleure société du monde aujourd'hui. Si vous voulez, leur logistique, avant d'arriver à la concurrencer, il va falloir se lever très tôt. Et le concurrent, il n'est pas né avant 20 ans. Donc, vous avez déjà 20 ans de visibilité devant vous. Vous avez un business qui est de plus en plus récurrent. Vous avez un business où, en fait, ils ont l'accès client. Et donc, ils peuvent verticaliser sur plein de services. Ils ont l'équivalent d'un Spotify. Ils ont l'équivalent d'un Netflix. Ils font du cloud. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les GAFAM, vous avez quand même vous avez une hiérarchie dans les GAFAM. Il y a des GAFAM qui ont des barrières à l'entrée qui sont quand même plus faibles. Par exemple, Meta, en fait, c'est juste, entre guillemets, du réseau social. Et on voit bien qu'un TikTok leur bouffe des parts de marché. Et donc, je ne suis pas sûr qu'un Meta existe encore dans 20 ans. Bon, je pense qu'ils arriveront, vu qu'ils ont atteint quand même une taille critique, ils arriveront à racheter leurs concurrents. Ça devrait quand même bien se passer pour eux. Mais je ne mettrai pas tous les GAFA, mais si je dois en choisir un, effectivement, c'est Amazon. En fait, vous avez quelque chose de très concret, qui n'est pas technologique, en fait. Et en plus, avec la révolution de l'IA, tout le back-office va pouvoir être automatisé. Toute la chaîne logistique est déjà en cours d'automatisation. Ça va continuer d'être automatisé.
Donc vous allez avoir en fait une Donc, machine à finalement, cash. l'IA n'est pas une menace, quoi. Et pas une menace, pas- c'est presque en plus pourrait aider le business. Ah bah pas pour Amazon, ouais. Ouais, Mais ok. parce qu'Amazon a justement un business, en tout cas le business qui leur permet de créer tout le reste, un business qui est très terrien. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui vous apporte votre colis. Il y a une marketplace avec des gens qui fabriquent. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de tangible. Oui, Ok. c'est pas juste, on va dire, des 0 et des 1 comme en fait vous pouvez avoir chez Meta. Donc c'est quand même beaucoup plus difficile à disrupter. Est-ce qu'ils ont arrêté les robots qui livraient aux États-Unis parce qu'il y avait des petits problèmes de. Ils remettent des terriens sur la livraison de robots. Ils mettent des Je terriens. crois que j'ai vu, Ils ouais, mettent qu'il y des terriens, avait, mais les robots, terriens. les robots, ils se faisaient un peu intercepter sur la route. oui, bon. Ils vont y Non, mais arriver. justement, c'est une adaptation au marché. Ils reviennent à ce qui est le plus efficace. Ils vont- Benjamin, il nous le dit pas, mais il travaille chez Amazon. Ouais, en fait. C'est ça. il a travaille beaucoup chez Amazon, d'actions. et tout ça. Tous les clients sont orientés là-bas. Dernière question cash. L'investissement à 10 ans. Vous êtes sur une île déserte. Vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, vous allez le déterrer, mais dans 10 ans, vous n'y avez pas accès entre-temps. Baptiste, tu mets quoi à l'intérieur? Tu peux Alors, mettre plusieurs actifs. Alors là, je mettrais, à 10 ans, je vais peut-être être un peu prudent, mais je vais mettre des ETF sur les plus gros marchés, en tout cas. C'est quoi, des ETF Ouais, sectoriels, des ETF S&P, indiciels? non, ouais, Indiciels, indiciel S&P, le CAC peut-être, parce que je me dis que ça sera sur une bonne partie de cette allocation, parce que je me dis qu'à long terme, c'est ce qui va être le plus stable, en tout cas, ce qui va me permettre d'être hors grande crise, mais sur 10 ans, je me dis que ça. Et puis, 10 ans, ça correspond parfaitement à la durée de vie d'un fonds d'investissement de PE. Puisque ça tombe bien que la question sur 10 ans, c'est que généralement, quand on est une société de gestion spécialisée, qu'on monte un véhicule, un fonds d'investissement pour investir, on va passer 5 ans à investir et 5 ans à essayer de vendre les parts qu'on a achetées, qu'on a dans les sociétés dans lesquelles on a investi. Donc, en fait, sur 10 ans, j'aurais peut-être une stratégie complète d'un fonds de PE, et quand je vois les rendements et pour être un peu dans le secteur, je me dis que ça peut être une bonne solution si vraiment je veux toucher à rien de cet investissement pendant 10 ans. Ok, très clair. Benjamin, investir à 10 ans. Je comprends que la question, on va dire, est pas sur le même niveau de risque que la précédente. En fait, c'est le niveau. En fait, c'est pas tellement un niveau de risque. Là, c'est plus une durée d'investissement. Mais effectivement, en fait, c'est un truc que tu es prêt à garder 10 ans et tu estimes que dans 10 ans, ça aura au moins conservé la valeur de ton investissement. Mais après, le risque, c'est toi qui vois. Mais c'est vrai que c'est un truc que tu peux pas toucher là pour le coup. Pendant 10 ans, tu touches pas. Non, Tu fermes les yeux, tu te réveilles dans 10 ans. Voilà. Oui, c'est une dynamique qui est quand même moins spéculative que ma première réponse. Et du coup, la réponse que je donnerais, en fait, je ferai un panier d'actions de sociétés que j'appelle des consortiums. Donc j'ai notamment cité Ametech tout à l'heure, Constellation Software. On peut parler aussi de sociétés comme Procter & Gamble. Donc Procter & Gamble détiennent Colgate, Ariel, tout ce qui est protection Donc, intime, quand tu dis Gillette. consortium, c'était dans Donc, une en fait, société qui détient plusieurs sociétés, donc c'est une sorte de mini ETF, quoi. Exactement, sauf que vous êtes sur des sociétés qui ont atteint une taille tellement grosse que dès qu'il y a des sociétés qui émergent un petit peu, en fait elles se font racheter. Et donc, ils vont continuer de capter beaucoup plus de valeur, en tout cas selon moi, qu'un ETF. Mais si vous prenez un Procter & Gamble, c'est comme un ETF consommation discrétionnaire. Ouais. Ametech, c'est un ETF industriel. Et je pense qu'il battra un ETF industriel sur une longue période. Mais je ne prends pas un risque qui est bien plus supérieur à celui qu'un ETF. Je peux citer, je mettrai peut-être du Warren Buffett dedans, mais on peut aussi parler de Coca-Cola. On peut aussi parler peut-être de McDonald's, où en réalité, vous avez plutôt un portefeuille immobilier chez McDonald's. Donc voilà, je ferai des choses plutôt marrantes comme ça. C'est assez faiblement risqué. On peut fermer les yeux dessus. Et si ça baisse, c'est que les 10 années à venir étaient vraiment très, très, très complexes. Donc voilà, c'est vraiment des investissements sur lesquels je serais plutôt assez certain. Et merci à tous les deux pour ces idées d'investissement et surtout cet éclairage pour essayer de s'inspirer de ce que font les ultra riches qui finalement ne prennent pas tant de risques que ça, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Du coup, Baptiste Bisquer, donc M&A directeur chez Impulse Corporate Finance. Merci à Maurice. Et Benjamin Saquet, directeur associé chez Avantgarde Family Office. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez. Voilà, on a plein d'idées d'autres émissions. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous donner votre avis sur ce contenu. Si vous avez des idées d'intervenants, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas. Et puis surtout, si vous avez aimé ce contenu,
abonnez-vous, mais surtout, prenez le contrôle de votre argent.